demander à 3 de nos adhérents de venir faire une présentation de leurs activités. Donc, on va commencer par le groupe Yves Rocher, qui fabrique et vend des produits cosmétiques. Ensuite, nous continuerons avec la société Genomatica, qui est une société de biotech qui développe des ingrédients cosmétiques fonctionnels. Et puis, on terminera par Biostratège, qui travaille sur la valorisation des ressources endémiques de l'Amazonie française par l'extraction. Donc, vous verrez par ce panel d'adhérents que le pôle IR n'a pas de frontières. Donc, je vais laisser la main et la parole donc à Sébastien Duprat-de-Paul, qui est directeur innovation et développement des matières premières naturelles, donc de chez Yves Rocher. Alors, j'arrête mes slides. Sébastien, tu peux prendre la main. Je prends la main. Vous me dites quand c'est bon pour vous? C'est bon, c'est parfait, tu peux y aller. Super. Bien, bonjour à tous. Alors, je ne vois pas le nombre de participants à côté. J'espère que vous êtes 12 000. Il y a 31 participants. Voilà. Super. Moi, je suis ravi d'être là, même si c'est à distance. Joanne me connaît, je préférerais être dans une salle avec vous tous pour pouvoir discuter et puis avoir des moments de convivialité. On va dire qu'on va s'adapter à la situation et puis on va essayer de donner un petit peu de dynamisme et d'échange à ces journées. Donc, merci Joanne, merci Jessica pour l'invitation et pour la possibilité de présenter un petit peu les activités d'Yves Rocher au sein du groupe Rocher. Ce que j'ai envie de faire rapidement en 15 minutes, c'est de vous donner un petit aperçu de ce qu'est le groupe, parce que Yves Rocher, c'est le nom de notre fondateur, mais ça fait partie aussi d'un groupe, le groupe Rocher. Le groupe Rocher qui a été créé en 1959 par Monsieur Yves Rocher, qui est le fondateur de cette grande maison et qui est maintenant un groupe assez important, comme vous allez pouvoir le voir. C'est une compagnie indépendante, une compagnie familiale qui est détenue à 99% par la famille Rocher maintenant. Depuis pas mal d'années. À sa tête, vous allez retrouver Brice Rocher, qui est le petit-fils de Brice Rocher. Et puis, dans le comité exécutif, vous allez aussi avoir Jacques Rocher, qui est un des fils de Yves Rocher, et qui est l'oncle de Brice Rocher, qui est en charge du développement durable et puis de la prospective du groupe. Quelques chiffres rapidement et puis un petit peu de présentation. Je vous ai dit, c'est un groupe. Donc, on a 10 marques à date, avec des marques qui sont plus ou moins importantes et des marques que vous connaissez tous. Yves Rocher, évidemment, vous connaissez. Je pense que vous connaissez aussi Petit Bateau, qui est une marque française de textile et qui est dans la région de Troyes. La marque Stanome, que vous connaissez peut-être aussi, qui est une marque de home care et de personal care. Dr Pierrico, qui est une marque de cosmétiques. Daniel Jouvence, qui est une marque de cosmétiques marines. ID Parfum et Kyotis, qui sont des marques soit de parfums, soit d'huile essentielle, et qui sont aussi dans le personal care, dans les cosmétiques. Et puis, vous allez retrouver 3 sociétés internationales, Flormar, Arbonne et Sabonne, qui sont des acquisitions assez récentes. Flormar, c'est une marque de maquillage qui est une marque turque et qu'on retrouve maintenant pas mal en Europe de l'Est et puis maintenant de plus en plus en Europe centrale et en Europe de l'Ouest, et de plus en plus dans le monde. Et puis 2 marques fondamentalement internationales. Sabonne, qui est une marque israélienne, qui est très très présente au Japon notamment, qui a un succès incroyable au Japon et qui commence à être présente en France. Il y a des boutiques à Paris, notamment à côté de la Madeleine, rue Tronchet, et puis dans quelques centres commerciaux. Et puis une marque qui n'est pas présente en France, qui s'appelle Arbonne, qui est une marque américaine, californienne, qui a un business model un peu particulier parce elle fonctionne selon le modèle un petit peu Tupperware, de conseillères qui font des ventes soit à distance, soit en représentation. Donc, il y a une marque qui est assez intéressante et qui a un joli positionnement. Juste pour vous donner quelques chiffres, vous voyez la répartition. Donc, Yves Rocher, c'est quand même plus de la moitié du chiffre d'affaires sur les 2,5 milliards du groupe. Je pense que c'est important d'avoir ce chiffre-là en tête. Ça, c'était le chiffre à fin 2018. À fin 2019, on est plutôt à 2,8, 2,9 milliards. Et avec une part importante toujours d'Yves Rocher sur plus de la moitié du chiffre d'affaires. Vous voyez que la deuxième marque, c'est Arbonne. C'est une marque qui n'est pas forcément connue, que moi j'ai découverte il y a quelques temps en arrivant dans le groupe, puisque je suis arrivé en septembre dernier dans le groupe.
Mais c'est une marque très, très intéressante, notamment sur la naturalité et sur leur principe en termes de développement durable, qui fait quasiment 20% 20% du chiffre d'affaires en termes de répartition. Beaucoup d'engagements développement durable au niveau du groupe qui sont poussés par Jacques Rocher, mais aussi par Brice au niveau du COMEX du groupe, que ce soit sur l'eau, sur l'énergie, sur le papier, l'accès à l'employabilité et puis aussi gender equality, tout ce qui va être égalité des chances, qui est très, très important pour nous. C'est des principes très larges au niveau de l'entreprise, mais qui vont se retrouver aussi, après, vous allez le voir, dans les ingrédients et dans nos formules. Je vais m'attarder un petit peu plus sur Yves Rocher. L'ADN de la marque Yves Rocher, c'est ce triptyque que vous avez devant vous. Un, c'est la proximité humaine. Yves Rocher, c'est 3100 boutiques partout dans le monde. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la situation actuelle fait que les 3100 boutiques sont quasiment toutes fermées. Elles vont réouvrir à partir du 11 mai avec des conditions très particulières. Donc, cette proximité humaine, elle a été un petit peu bousculée par cette crise que nous vivons en ce moment. Parce que c'est plus de 70% du business qui se fait comme ça en retail direct dans nos boutiques. Donc forcément, c'est très, très impactant. Les deux autres piliers de cet ADN, c'est ce qu'on a appelé Botanical Beauty, la cosmétique végétale, et aussi le respect de la planète. Donc respect de la planète dans toutes nos activités industrielles et respect de la planète aussi dans la mise sur le marché de nos produits. Un petit peu de données aussi sur Yves Rocher. C'est une offre de beauté globale et accessible et naturelle. Donc, c'est comme ça qu'on l'a construit et c'est comme ça qu'on la veut. Et c'est comme ça que M. Yves Rocher l'a construite aussi au démarrage. On est dans tous les secteurs d'activité de la cosmétique, sauf la coloration capillaire. Mais par contre, vous allez nous retrouver dans le skincare, face care, le body care, le capillaire, les parfums, le maquillage et aussi les produits d'hygiène. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que Yves Rocher, c'est le numéro 1 en France, mais dans pas mal d'autres pays aussi. Mais on est la première marque de cosmétiques en France dans beaucoup d'activités, que ce soit dans le skincare, là, vous allez retrouver toutes les activités. Donc, numéro 1 beauty care au sens large. Ça, c'est une source de 2017, mais c'est toujours vrai jusqu'à 2019. Il y a une étude qui a été produite il y a quelques temps aussi, qui montrait que dans 46 pays dans le monde, Yves Rocher était la marque la plus désirée en termes de cosmétiques. Donc ça, on est particulièrement fiers de cette représentativité et vous y contribuez tous. Un petit peu de contexte avant de dérouler mes dernières slides sur notre activité. Le contexte global, il va être centré sur de plus en plus de besoins de transparence et de ce qu'on appelle le clean ou le côté propre des produits. C'est vrai dans les cosmétiques, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres produits. C'est vrai dans la nutrition et dans beaucoup d'autres activités. Un besoin de naturalité aussi dans les produits. Et là, de plus en plus, que ce soit dans le luxe, dans la sélectivité ou dans les produits qu'on va retrouver en parapharmacie, et un besoin de naturalité aussi, de transparence de l'entreprise, et puis aussi beaucoup d'engagements qui sont regardés comme ça chez les marques de cosmétiques. Donc, c'est aussi des tendances qu'on a vues émerger dans le temps, depuis le début des années 2000, avec beaucoup de méga trends, comme on les appelle, et de tendances après qu'on va arriver, pour quelque chose qui devient maintenant juste quelque chose de normal et de naturel, si je voulais employer ce même terme. Donc, on va vraiment vers quelque chose qui se démocratise et quelque chose qui devient juste la normalité dans les produits cosmétiques. Ce qu'on essaye de faire chez Yves Rocher, c'est tout cet ensemble d'être différent, d'être le plus différent possible, d'être le plus crédible possible avec des efficacités qui sont prouvées et puis une histoire à raconter ou un storytelling qui est vraiment important. Évidemment, un produit cosmétique, c'est aussi une histoire de visuel, d'apparence, de texture et de plaisir. Donc, il faut qu'on soit présent sur cette partie-là. Une approche d'innovation responsable, et ça, c'est important, et c'est vraiment dans l'ADN du groupe. La notion de profitabilité et d'accessibilité, c'est important. Donc, on essaie d'avoir une innovation la plus accessible possible pour que nos produits soient accessibles et aussi pour qu'on puisse dégager le plus de profitabilité. C'est aussi important dans notre écosystème. Et
au final, c'est d'être le plus désirable possible de par notre offre de produits. Quand on regarde ça, on a essayé dans notre désirabilité de construire ça sur tout cet écosystème que vous voyez ici, avec un triptyque au milieu qui est vraiment la congruence des ingrédients, dont la partie dont je m'occupe, avec de plus en plus de transparence et de naturalité. La partie de l'équilibre avec la peau, donc tout le test de l'efficacité de notre produit, que ce soit des tests d'efficacité biologique, des tests d'efficacité, on va dire, en interaction avec la peau, et puis l'art de la formulation aussi pour mettre tout ça en musique. C'est entouré par de l'accessibilité et puis notre approche RSE et développement durable, et puis tous les services et tous les départements qui vont naviguer autour de ça avec le marketing, l'industrialisation, le réglementaire, la communication. Et tout ça, ça doit faire un unique écosystème pour mettre sur le marché des produits qui vont répondre aux besoins des consommatrices et des consommateurs. Juste pour vous donner quelques infos aussi sur notre organisation innovation et développement. À date, aujourd'hui, c'est à peu près 180 personnes qui sont réparties dans 20 laboratoires avec beaucoup de spécialités et beaucoup de scientifiques qui sont répartis là-dedans, qui vont vraiment de l'ethnobotaniste, puisqu'on va faire de la traçabilité sur nos végétaux et nos principes actifs, jusqu'aux experts dermatos ou aux formulateurs ou aux microbiologistes qui vont regarder ces parties-là aussi. En termes de matières premières naturelles, donc c'est la partie dont je m'occupe, on a une vraie activité par rapport à ça. Donc, si je regarde, je vous donne quelques chiffres. Sur la globalité du groupe Rocher, on a un peu plus de 1300 matières premières qui sont qualifiées. Dans ces 1300 matières premières, 71% des matières premières sont d'origine naturelle. Ce qui est important aussi, c'est c'est plus qu'une tendance, comme je le disais tout à l'heure. Donc, quand on qualifie de nouvelles matières premières chaque année, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, en 2019, 97% des matières premières qui ont été qualifiées étaient d'origine naturelle. Donc là, on voit le lien avec le pôle IAR assez facilement, et on a eu déjà beaucoup d'échanges, même dans mes vies passées, mais encore maintenant avec Johan et les gens du pôle, pour voir comment est-ce qu'on peut, on va dire, profiter de cet écosystème-là aussi. Toutes les matières premières qu'on a à notre portefeuille ont été évaluées selon un scoring et un impact RSE. Donc, on a un set de plusieurs critères qu'on va regarder et qu'on va évaluer. Donc, ça, c'est vraiment important dans la notion de clean and green beauty, donc cette notion de transparence qu'on va mettre en place. J'ai parlé de la partie botanique tout à l'heure, en termes de sourcing ou en termes d'impact RSE. Donc, on a la chance chez Yves Rocher d'avoir un écosystème qui est présent aussi très très fortement, puisqu'on a un berceau au niveau de la marque Yves Rocher qui est l'Agacie en Bretagne, dans le Morbihan, où on a un jardin botanique et on a aussi 60 hectares de champs qui sont cultivés selon des principes d'agroécologie. Donc, ça nous permet aussi d'avoir nos propres cultures et nos propres filières qu'on va mettre en place. Mais c'est aussi beaucoup d'autres partenaires partout dans le monde. Et on a à peu près un peu plus de 380 sourcings de plantes différents dans le monde. Donc, c'est 380 filières différentes. Donc, c'est assez important. Et on étudie et on participe notamment avec le Conservatoire national de Brest à l'étude et la préservation de la biodiversité en Bretagne. Donc, ça, c'est important. Hein, c'est notre berceau et nos racines, et c'est quelque chose qu'on continue à cultiver. Et je vous l'ai dit, on a aussi beaucoup d'interactions, et vous le voyez sur cette map monde, notamment avec Madagascar, avec qui on a beaucoup de partenariats depuis très très longtemps, mais aussi d'autres zones dans le monde, comme la Polynésie ou d'autres parties du monde aussi. Dans ces parties-là, notamment pour tout ce qui est principes actifs et actifs qu'on va mettre dans nos formulations cosmétiques, 100% de nos actifs sont d'origine végétale. Donc ça, c'est très, très important. C'est vraiment nos actifs végétaux et c'est ce qu'on fait. Dans mes équipes, il y a aussi une équipe qui s'occupe du développement d'actifs
d'origine végétale et qui sont développés vraiment en interne, soit avec les cultures qu'on développe à l'Agacie en Bretagne, soit avec des partenaires à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment des actifs propriétaires qu'on va développer et on utilise des principes d'éco-extraction pour mettre en place ces actifs. On utilise beaucoup aussi les biotechnologies, notamment les biotechnologies végétales pour développer nos propres actifs. Si je résume un petit peu, et j'ai 2 exemples à vous montrer après, une beauté clean and green, ça c'est important, avec vraiment l'équilibre du respect de la planète et du respect de la peau. Ça c'est vraiment notre motto. Encore une fois, on attache beaucoup d'importance à la naturalité des ingrédients. Vous l'avez vu, plus de 70% de notre portefeuille avec des ingrédients d'origine naturelle. Les formules qui sont les plus simples et les plus efficaces possibles. Un respect de la peau et donc des consommateurs ensuite, parce que c'est quand même des produits qu'on met sur le marché, il faut qu'ils soient le plus respectueux possible aussi sur ça. Et un respect de la planète par nos formules, où on va tracer la biodégradabilité de nos formules, la biodégradabilité de nos ingrédients, pour être vraiment sûr qu'on mette sur le marché des produits qui soient le plus respectueux possible des people et de la planète. Je finis avec avec 2 exemples pour vous montrer un petit peu le switch vers des ingrédients synthétiques qui sont issus de ressources non renouvelables, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, et avec des ingrédients qui ne sont pas forcément facilement biodégradables, vers des engagements sur du 0% silicone depuis 2010 dans nos formules rincées. Des microplastiques solides depuis 2017. On a arrêté aussi de l'introduire, donc 0% dans nos produits rincés depuis 2017. Dans nos formules capillaires, donc tout ce qui est shampoing, après-shampoing et masque, plus de polymères non biodégradables dans ces formules à partir de 2019. Et puis les huiles minérales on a switché vers des huiles végétales de plus en plus. Donc, depuis notre nouvelle gamme anti-âge global en 2019, on a switché sur cette partie. Pour résumer, j'ai juste cité un exemple qui vous résume un petit peu un produit. Donc ça, anti-âge global, c'était un lancement qui a eu lieu en 2019. 96% d'origine naturelle dans la formule. Un actif important qui est d'origine végétale, qui est un actif qui a été fabriqué par biotechnologie avec un de nos partenaires, donc, qui est issu d'un bourgeon de Syringa vulgaris. Une formule qui a le plus de transparence et de sensorialité, et puis au cœur de cette formulation aussi, beaucoup d'origine végétale, avec de la camomille romaine, avec des oligosides de pommes qui sont faits aussi par biotechnologie, des huiles végétales. Vous allez retrouver aussi des sucres ou des glycérines qui sont beaucoup plus communes dans les produits cosmétiques pour assurer l'hydratation. Et puis la sensorialité et la texture qui sont assurées aussi par des produits d'origine naturelle. 96% d'origine naturelle. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup en tout cas. Alors merci Sébastien. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints pendant ta présentation, donc merci. Alors, il y a une question, je ne sais pas si tu la vois. Comment l'entreprise Yves Rocher travaille-t-elle avec les agriculteurs pour assurer le sourcing des matières premières végétales? Contrat, engagement sur pratique, variété spécifique, quelle rémunération aux agriculteurs, quelle traçabilité finalement? Ok. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On a l'habitude aussi de travailler dans cette partie-là. Je vais peut-être arrêter le partage de mon écran. Je pense que c'est peut-être pas super utile. On a l'habitude de travailler là-dessus puisqu'on est intégré dans ces pratiques agricoles aussi avec notre territoire de l'Agacie depuis déjà très très longtemps. Donc on a l'habitude de travailler avec les agriculteurs. On a aussi des agriculteurs et des récoltants qui sont là-bas sur place à l'Agacie et qui font partie soit de notre entreprise ou qui travaillent en partenariat avec nous. Donc on a l'habitude de converser avec eux. Et dans les interactions avec nos fournisseurs, on va dire que quand on est en relation directe avec les agriculteurs, on peut le faire, ce qui est quand même très peu le cas. On va sourcer des ingrédients ou des matières premières qui vont être soit extraites, soit transformées. Et là, par contre, on va demander à nos fournisseurs soit d'extraits, soit d'huiles essentielles,
soit même de procédés biotech, de tout ça, d'avoir une traçabilité complète jusqu'à l'agriculteur. On assure un partage et un respect du protocole de Nagoya complet. Donc, je vais citer peut-être un exemple. On travaille avec un fournisseur qui s'appelle Olvea, qui est très actif en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, pour deux sourcings importants, le beurre de karité et puis tous les produits dérivés de l'argan, donc l'huile d'argan. Donc là, on va travailler avec eux pour assurer sur place un partage des ressources avec les agriculteurs locaux ou les récoltants locaux. Je prends l'exemple de l'argan, où on organise des caravanes médicales, où on organise des choses là-bas sur place. Et c'est la même chose aussi pour tout ce qui est beurre de karité, où on s'assure qu'il y ait une bonne rétribution, une juste rétribution aussi, jusqu'aux producteurs et aux récoltants sur place. Ok, merci. Il y a d'autres questions qui arrivent, hein. Bonjour, la notion d'origine naturelle mentionnée dans la présentation s'appuie-t-elle sur la seule définition ISO? Oui, c'est sur l'ISO 16128, donc l'origine naturelle selon l'ISO 16128, et je suis bien placé pour en parler puisque je fais partie du groupe de travail sur la certification ISO 16128 au niveau de la FEBA. Donc, juste pour ceux qui ne sont pas au courant de cette norme ISO 16128, ce n'est pas juste l'origine, c'est aussi la potentielle transformation et dénaturation qui est appliquée par le procédé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et je le dis souvent, et Johan, ça me fera sourire, je dis souvent, c'est bien beau de sourcer du végétal, et si on lui fait subir la pire chimie de la terre après derrière, ça n'a pas vraiment de sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on a pris en compte déjà depuis très très longtemps. Alors, une dernière question. Manuela. Manuela qui te remercie donc pour ta présentation. Quel est le regard d'Yves Rocher sur les ingrédients issus de biotech industrielle et en particulier donc la fermentation? Alors, pour tout ce qui est actif, je l'ai dit, 100% de nos actifs sont d'origine végétale. Donc, on utilise déjà beaucoup les biotechnologies industrielles, mais plutôt les biotechnologies dites vertes, entre guillemets, donc celles qui vont faire appel à des cultures de cellules végétales dédifférenciées. Donc ça, on le fait déjà beaucoup pour pas mal de nos actifs. La partie fermentation ou biotechnologie blanche, bactérienne et fermentaire, c'est déjà des choses qu'on a, pas forcément pour les actifs, mais c'est des choses que je suis en train de regarder et qu'on va revoir un petit peu. Ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi je fais le split entre actifs et molécules ou matières premières fonctionnelles, c'est que les actifs, c'est vraiment quelque chose qui est le cœur du moteur et qu'on va mettre en avant chez Yves Rocher. Et nos actifs sont vraiment d'origine et issus de végétaux. Donc, quand on parle de bactériens ou d'autres types de micro-organismes, c'est un petit peu différent. Mais par contre, on utilise déjà beaucoup d'ingrédients qui sont d'origine, on va dire, fermentaire, que ce soit l'acide hyaluronique, que ce soit des propanediols, que ce soit d'autres choses comme ça. Donc ça, évidemment, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Dans nos guidelines et nos bonnes pratiques, évidemment, moi, je suis assez fervent des biotechnologies. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse encore plus. On est assez clair aussi sur l'origine, notamment la partie génétiquement modifiée. Donc, on va se refuser tout ce qui est organisme génétiquement modifié. Par contre, on est parfaitement OK avec des micro-organismes qui seraient génétiquement modifiés, qui sont en gros des usines cellulaires pour produire des métabolites ensuite derrière. Alors Sébastien, j'ai une question qui m'est arrivée en marge par SMS. Quelles sont les relations et les partenariats avec tout ce qui est start-up et laboratoire d'université? Alors, aujourd'hui, on n'en a pas tant que ça. Et ça tombe très bien puisque c'est d'actualité, puisque je viens de créer un poste d'Open Innovation. Et la personne va démarrer lundi prochain. Donc, vous imaginez, elle va démarrer en télétravail et confinée. Mais par contre, bon, c'était important pour nous. Donc, on a vraiment une démarche d'ouverture de plus en plus importante. Quelque part, les chiffres que je vous donnais et ce type de présentation, ce n'était pas forcément des choses qu'on voyait beaucoup, que ce soit pour le groupe ou pour la marque Yves Rocher. Je vous l'ai dit, hein, c'est une marque qui a ses racines en Bretagne. C'est des taiseux, en fait. Hein. C'est des gens qui ne partagent pas forcément beaucoup. Ça change beaucoup, notamment sur l'impulsion de Brice Rocher. Donc, on va faire de plus en plus de choses et d'ouverture à l'extérieur et de mettre en place une vraie démarche d'open innovation pour faire construire des partenariats. Entre guillemets, on ne peut pas juste attendre
qu'on vienne nous proposer des choses. Il faut vraiment qu'on aille déclencher des partenariats avec l'extérieur et on le fera de plus en plus via des contrats de partenariat, via des co-développements, via des choses comme ça, que ce soit avec des fournisseurs établis, même avec des startups ou des universitaires. Ok, très bien. Ben, donc, tu n'oublieras pas de nous donner les coordonnées de cette personne qui arrivera à ce poste-là. Donc, je pense qu'il y Oui, avait une question par rapport à c'est qui. Il y a quelqu'un qui demande c'est qui. Je pense que tu nous donneras le nom de la c'est personne. secret pour l'instant, mais ce sera annoncé cette semaine. Voilà. Ok, Elle bah, arrive lundi, donc. super. J'ai vu qu'il y avait une autre question et ça sera la dernière sur tout ce qui était matière de flaconnage issu des matériaux biosourcés, biodégradables. Oui. Euh, Alors, ça, c'est des choses qui sont à l'étude sur le packaging pour tout ce qui est matériaux qui vont être utilisés pour le packaging et le flaconnage, comme c'est mis là. À date, à aujourd'hui, quasi tous nos packaging pour la marque Yves Rocher, et c'est vrai pour beaucoup du groupe aussi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'implantation industrielle, 90% de nos fabrications sont localisées à Lagacy, en Bretagne, en France. Donc ça, c'est quand même super important. Donc très très peu de fabrications qui sont sous-traitées à l'extérieur. Et on va dire une fabrication qui est assez regroupée en un seul lieu géographique. Donc, les packagings sont faits aussi en partie là-bas. Donc, on a un genre d'équivalent de ce qu'on appelle de wall-to-wall qui va faire du packaging et souffler du packaging là-bas. On fait avec, depuis le début de l'année 2019, tous nos packaging, donc 100% de nos packaging sont faits avec du PET recyclé. Donc, et on recycle notre PET à date. Par contre, on a des équipes d'innovation packaging qui sont en train de regarder pour voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer des matériaux qui soient soit biodégradables, ce qui pose une contrainte qui est pas simple. Hein. Il faut que ce soit compostable, soit biodégradable, mais il ne faut pas que ça se dégrade non plus trop. Je pense que vous n'avez pas trop envie d'avoir votre flacon de shampoing qui se collapse dans votre douche. Et pour tout ce qui est matériaux biosourcés, on regarde ça aussi de façon très très intense avec nos équipes d'innovation packaging. D'accord. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tout ce qui est packaging biosourcé, polymère biosourcé. Sur la partie matériaux, on est très actif aussi. On fait pas mal de webinaires actuellement. Et j'avais une dernière question, et si tu peux y répondre rapidement. Un intérêt également pour des liquides ioniques, donc biosourcés, extraction liquide par liquide. Pas spécifiquement. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Bah, écoute, tu as parlé beaucoup en tout cas de biotech et on va rebondir sur la présentation donc, de Genomatica, donc, qui est une société pour rappel de biotechnologie qui développe des ingrédients cosmétiques fonctionnels. Et c'est Eric Alvarez qui est manager business developer pour la société Genomatica qui va nous présenter ses activités. Ok. Eric, allez-y, vous pouvez. C'est parti, je partage. Voilà. Donc bonjour, donc merci pour cette introduction. Donc je suis Eric Alvarez, enchanté d'être ici, ravi de pouvoir partager cet instant avec vous. Je suis responsable du développement commercial pour l'Europe chez Genomatica et particulièrement en charge des nouveaux projets de valorisation de nos technologies en cosmétique principalement, mais pas que. Et merci au pôle de m'offrir cet espace de liberté dans ce confinement actuel pour faire part un petit peu de nos observations quant aux opportunités offertes par la cosmétique pour les ingrédients biosourcés. Donc, quelques mots sur Genomatica. Donc, Genomatica, nous sommes une biotech américaine basée à San Diego, en Californie. Nous avons une vingtaine d'années d'existence, 25 pour être précis, je crois. Jusqu'à présent, nous développions de la technologie qui était revendue sous forme de licence. Donc, récemment, vous avez pu voir dans la presse, nous avons vendu des licences à BSF, Novamont. Et depuis 2 ans et demi maintenant, nous avons un petit peu modifié notre modèle pour aller également vers de la commercialisation en propre de certains ingrédients. Donc, notre mission principale cherche à réinventer un petit peu les intermédiaires chimiques classiques que nous connaissons pour pouvoir les proposer issus de matières renouvelables en remplacement des ingrédients végétaux. Nous sommes fiers d'avoir adhéré le pôle IAR fin d'année dernière, toute fin d'année dernière,
dans le but de bénéficier de son accompagnement, mais surtout de la mise en relation avec des partenaires potentiels qui vont nous permettre, d'asseoir notre présence en Europe, mais aussi de pouvoir développer des infrastructures peut-être et de développer de nouvelles molécules. Donc, quelques mots sur la manière dont nous sommes organisés et la force qui fait de Genomatica un leader en termes de biotechnologie et que non seulement nous développons des micro-organismes, qui est vraiment notre cœur de métier, nous disposons d'un portefeuille de propriété intellectuelle relativement large. Je crois qu'à date, nous avons 1400 brevets disponibles, ce qui nous donne un éventail de possibilités assez intéressant, mais surtout qui se caractérise par un développement qui est presque systématiquement double, c'est-à-dire que nous développons dans le même temps des micro-organismes qui vont convertir des sucres en une molécule, mais dans le même temps, on réfléchit l'ingénierie de process qui est associée pour pouvoir rendre viable toutes ces molécules. Aujourd'hui, notre principal goulot d'étranglement, il est plus sur le rendement, et c'est ce qu'on cherche immédiatement dès le départ du développement à considérer pour pouvoir amener des solutions qui soient économiquement viables également. À l'échelle de laboratoire, on est capable de synthétiser une multitude de molécules, mais toutes ne sont pas nécessairement intéressantes à valoriser commercialement. Donc on a cette grosse expertise qui nous permet d'accompagner, qui est une expertise qui était aussi développée et qui continue d'être utilisée pour pouvoir soutenir les projets de vente de licences. Comme je disais, nous convertissons des matières issues des matières renouvelables, principalement des sucres de première génération, du dextrose, mais nous travaillons activement dans le cadre de certains projets à valoriser des sucres lignocellulosiques de deuxième génération, ainsi que des gaz pour atteindre des molécules cibles dans des volumes un peu plus importants. Nous concentrons sur différents marchés, ce qui nous permet d'avoir une certaine versatilité, donc aussi bien dans des domaines pointus comme la pharma jusqu'à des domaines plus industriels, en passant par la cosmétique. 3 plateformes qui résument notre expertise. Donc vous retrouvez la plateforme en C4 où vous allez retrouver des molécules comme le 1,4-buténadiol qui est aujourd'hui fabriqué et utilisé par la société Novamont pour la production de plastique compostable. Nous fabriquons également sur place notre 1,3-BG à destination de la cosmétique et de certains marchés industriels ainsi que de la parfumerie. Notre plateforme C6 où vous allez retrouver des choses comme de l'hexaméthylène diamine, vous avez des caprolactam, des caprolactums, vous avez de l'acide adipique. Et récemment, nous avons annoncé la première tonne de nylon 6 biosourcé à partir de ces précurseurs. Enfin, notre dernière plateforme, qui est la plus récente et sur laquelle nous travaillons activement aujourd'hui, donc nous avons une stratégie dite d'élongation de chaîne où nous visons des molécules un peu plus complexes, des alcools gras en C8, C10, C12, 14, des acides gras, mais également des molécules type précurseurs de musc. Nous avons aussi aujourd'hui, et c'est quelque chose que je me ferai un plaisir de discuter avec vous peut-être demain dans le cadre d'échanges plus privés, sur la valorisation potentielle d'un acide palmitoléique en cosmétique, donc un oméga 7. Et enfin, nous travaillons aussi sur le développement de nouveaux de fuel de nouvelle génération. Spécifiquement sur la cosmétique, donc ça, ce n'est pas un secret, je pense que vous pouvez le voir soit dans votre salle de bain ou en tout cas dans les magazines ou dans les rayons avant confinement. Il y a une demande accrue de la part des consommateurs pour des ingrédients naturels et durables. Et j'insiste sur cette dualité naturelle-durable, parce qu'effectivement, il y a eu une première vague où les consommateurs cherchaient des ingrédients et des cosmétiques naturels pour en fait s'orienter vers des choses plus durables et élargir un petit peu, cet engouement pour le développement durable a élargi un petit peu leur conscience et les a orientés vers une approche un peu plus poussée des cosmétiques et de l'engagement qu'elles souhaitaient voir de la part des fabricants de ces cosmétiques. Donc aujourd'hui, on voit donc, sur la base d'une étude Klein 2019 que l'allégation naturelle est en Europe la première allégation, toute catégorie confondue, devant les 100 et devant les testés, etc.
Mais surtout, ce qu'on constate aussi, c'est que derrière la notion de durabilité, on voit que les consommateurs cherchent beaucoup plus de transparence et un engagement social, un engagement éthique de la part des marques avec lesquelles elles souhaitent s'associer par le biais des produits qu'ils achètent. Un graphe qui montre que 40% des ingrédients, des produits cosmétiques mis sur le marché en 2018, toutes catégories confondues, étaient étiquetés soit naturels, soit durables. Donc on voit, si vous regardez dans le détail, en 2008 par exemple, on voit que la catégorie naturelle était largement supérieure. Il y avait très peu d'allégations concernant la durabilité ou des allégations éthiques. Et ces allégations commençaient à voir le jour depuis, je dirais, 2012 à peu près. Et on voit une accélération jusqu'à fin 2018. L'Europe est bien évidemment un leader en la matière, donc on voit que c'est vraiment l'Europe qui est chef de file dans le lancement de produits cosmétiques naturels et durables, devant les États-Unis et l'Asie, même si on constate qu'il y a des accélérations côté asiatique. C'était important pour nous aussi d'amener cette slide pour dire que lorsqu'on parle de matière durable, il est important d'avoir des repères et des références qui permettent de pouvoir échanger et de pouvoir expliquer ce dont on entend derrière par durabilité. Dans le cas de Genomatica, on a fait le choix de mener des analyses de cycle de vie sur la totalité des molécules qui sont développées et qui ont été commercialisées pour pouvoir démontrer l'intérêt qu'elles peuvent représenter en impact direct sur les enjeux climatiques et autres. Et donc souvent, la cosmétique a cette tendance à se focaliser un petit peu sur la naturalité moins que sur la durabilité, bien qu'il y ait des démarches corporate dans certains autres marchés, comme le textile, c'est l'aspect impact carbone est beaucoup plus important et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le nylon 6 que nous avons fabriqué est considéré biosourcé, minimise les impacts et les émissions carbonées de près de 50%, mais reste en tant que molécule, une molécule non biodégradable, donc perçue comme un microplastique en cosmétique, ce qui, selon les secteurs, on a des enjeux qui sont différents. Donc un exemple, c'est notre Bronchite qui est aujourd'hui le seul produit commercial que nous avons qui est fabriqué chez notre partenaire Novamont en Italie. Donc c'est un butylène glycol, un 3-butylène-glycol fabriqué à partir de sucre, de dextrose, de dextrose issue principalement de maïs et de blé européens, non OGM. Et effectivement, comme Sébastien faisait la remarque, nous communiquons évidemment là-dessus, sur le fait que, et nous nous engageons sur la non-utilisation de sources OGM. Donc notre dextrose est exempt d'OGM. Par contre, nous utilisons effectivement des micro-organismes de catégorie 1, faible risque, le risque ici étant le relargage dans l'environnement, pour convertir notre sucre en butylène glycol. Et c'est dans ce sens-là que nous disons qu'il est bon pour les gens, parce qu'il est fait à partir de sucre. Il ne fait pas appel à l'acétaldéhyde, qui est un CMR et qui est classiquement utilisé pour le butylène glycol issu de la pétro, mais il est également bon pour la planète dans le sens où il est fait avec une matière première renouvelable. On peut ouvrir le débat sur la compétition avec le food, mais le dextrose étant issu de la partie amidon, les protéines étant utilisées pour la partie nutrition animale, on reste relativement safe là-dedans. Et puis les volumes aussi font qu'on n'est pas en grande concurrence avec le food. Et enfin, nous disons qu'il est bon pour les formulateurs car il se formule de la même manière que le butylène glycol classique conventionnel que les formulateurs avaient l'habitude d'utiliser. La naturalité est quelque chose qui est très intéressante à exploiter pour les ingrédients issus de la biotech, et notamment au regard de l'ISO. Ça nous permet de pouvoir donner de bons scores de naturalité. Donc, dans notre cas, le 1,3BG a un indice de naturalité de 1, un indice d'origine de 1, et surtout nous permet de pouvoir le mettre en avant au regard de certains labels qui parfois peuvent être décriés avec des critères un peu plus subjectifs.
Nous sommes convaincus également de l'évolution de cette ISO dans la cosmétique et surtout de la prise en compte graduellement croissante des analyses en C14 qui vont permettre de donner des éléments fiables, car bien que l'ISO donne certaines orientations sur la manière de calculer, on constate encore un peu trop de greenwashing sur l'utilisation de certains index et le raccourci qui en est fait pour dire que c'est la même chose que des poids moléculaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas, notamment au niveau de certaines tensions actives. Je reviens sur notre analyse de cycle de vie. Donc, on constate effectivement, on a mené cette étude pour démontrer qu'en remplaçant 1 tonne de butylène-glycol synthétique par notre brontide, vous avez un gain immédiat de 1 tonne 92 équivalent carbone, ce qui fait qu'on a près de 50% de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre d'un remplacement. Je souhaitais également partager cette slide avec vous pour pouvoir aussi commenter un point où, dans notre cas particulier qui concerne le butylène-glycol, parfois décrié par certains formulateurs, on se rend compte que depuis 2008, en 10 ans, on voit une augmentation d'utilisation des diols au sens large, synthétiques et naturels, dans des produits revendiqués comme étant naturels et durables. Du coup, effectivement, l'augmentation de ce type de molécules laisse envisager un intérêt accru pour pouvoir développer des alternatives biosourcées. Un mot sur les consommateurs. Donc, Genomatica a mené à l'été dernier une étude pour pouvoir se positionner et un peu mieux comprendre les attentes des consommateurs finis de produits cosmétiques. Et effectivement, ce que nous avons pu constater, sans rentrer dans les détails, par manque de temps, mais on a pu constater que beaucoup étaient peu informés, beaucoup avaient envie d'aller vers des matériaux plus durables, plus naturels, mais ne savaient pas nécessairement comment faire, ne savaient pas trop comment les identifier et étaient parfois un peu perdus par le jeu des labels. Donc en résumé, beaucoup s'attendent à ce que les marques puissent leur proposer des orientations et pouvoir communiquer de manière un peu plus transparente. Et dans le même temps, 40% se sont déclarés comme étant sceptiques sur ce que les marques déclarent à propos de leur pratique durable. Et même aux États-Unis, nous avons constaté que 46% des consommateurs avaient déjà boycotté certaines marques qu'ils jugeaient comme étant peu fiables sur les pratiques durables. Du coup, effectivement, on peut mesurer l'impact que représente inversement la transparence demandée. Les matériaux issus de la biotech représentent, selon nous, un enjeu majeur dans les années à venir pour développer et répondre aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à peu près 50 ingrédients issus de la biotech activement utilisés dans des produits cosmétiques, un fort engouement et surtout une demande accrue de la part des consommateurs pour plus d'informations, de transparence, d'éducation de la part des fabricants d'ingrédients et des marques. Et on pense, nous sommes convaincus que ce rapprochement entre les fabricants d'ingrédients ainsi que les marques, pour pouvoir mieux communiquer aux consommateurs ce qui est utilisé dans les ingrédients cosmétiques, va être la clé de voûte d'une nouvelle ère où ce type de matériaux vont prendre leur plein essor. Je vous remercie pour votre intérêt et votre écoute. Merci beaucoup Eric, vous avez été très précis effectivement par rapport à vos activités. Est-ce qu'il y a des questions concernant donc Genomatica? En tout cas, on entend beaucoup parler de naturalité, traçabilité, durabilité. On voit bien que dans la partie cosmétique, ce sont vraiment des mots-clés. Non, il n'y a pas de questions? Alors, Genomatica, le siège est basé à San Diego, c'est ça? Oui, San Diego, en Californie. Mais alors, Eric, rassurez-moi, vous êtes en France? Oui, je suis aujourd'hui Genomatica en quelques mots. Donc, nous avons 135 personnes à peu près et 134 basées à San Diego. D'accord.
enfin 134 en Californie. Et D'accord. je suis le seul aujourd'hui en Europe, donc je suis la première pierre à l'édifice pour essayer d'accroître notre présence en Europe. Et c'était une des raisons qui nous ont motivés à rejoindre le pôle IAR, justement pour pouvoir marquer notre présence et puis nous commencer à nous impliquer de manière un peu plus active dans ce secteur qui nous tient à cœur. D'accord. Bah, écoutez, c'est parfait. Vous pourrez participer aux commissions quand la conjoncture le permettra. Ouais. On fait souvent des journées sur Paris, donc ça vous permettra de venir y participer physiquement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont Moi, arrivées ou j'aurais une pas? question pour Eric pendant que tu recueilles éventuellement les éventuelles Oui. questions que tu as là. Eric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la stratégie de développement européenne, quelques mots sur vos besoins en termes de développement actuellement au niveau de Genomatica et les raisons de ta présence à toi ici en France en particulier? Un des points les plus critiques, je dirais, sans rentrer dans le détail forcément des molécules, mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que une des difficultés à laquelle nous sommes exposés, c'est que nous arrivons à développer des molécules qui répondent aux attentes de nos clients dans différents projets, dans différents marchés. Et lorsque nous envisageons la commercialisation de ces molécules, se pose la question du pilote. Et la difficulté aujourd'hui est que dans ce type de projet, les pilotes sont nécessaires pour aller 18 mois. Donc nous avons des besoins de pilotes pendant des phases relativement courtes et pour ensuite passer dans des choses un peu plus, pour faire venir la grosse cavalerie en étant sur des volumes un peu plus accrus sur de la production industrielle et sans avoir pour autant la nécessité de continuer avec ces pilotes. Donc voilà, donc c'est un des besoins que nous recherchons en Europe, qui s'est fortement mobilisé dans différents projets, c'est des capacités de production de batch pilotes avec non pas que des fermenteurs, mais également toute la partie downstream avec la filtration, la distillation, etc. Tout ça pour pouvoir atteindre les critères de qualité nécessaires aux molécules visées et pouvoir ensuite les valoriser dans les secteurs cibles. Je pense Donc ça, c'est qu'avec un le peu... réseau du pôle, effectivement, vous pourrez Voilà. trouver quelques acteurs qui répondront à ce besoin. Donc, il y a des questions qui arrivent, hein. Avez-vous votre propre capacité de production? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle que nous avons choisi est un modèle sans usine en propre, puisque pour vous reprendre l'exemple du Butylene agricole, ce que nous avons fait, nous avons vendu une licence à la société Novamont pour fabriquer du 1,4-buténadiol. La société Novamont a repris un ancien site d'Ajinomoto du côté de Venise qui faisait de la lysine, a remis à jour ce site pour le booster et lui donner une capacité de production de 30 000 tonnes à peu près sur le 1,4 BDO. Et dans le cadre du deal que nous avons avec ces sociétés, nous avons repris en gros un tiers de la capacité de ce site qui nous est réservé. Donc nous fabriquons chez eux le 1,3 BG. Et nous devions annoncer tout juste avant le début de nos déboires avec le Covid, la vente d'une nouvelle licence aux États-Unis qui nous aurait mis en capacité d'être dans un modèle similaire. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça qu'on a développé, ce qui nous donne un peu plus d'agilité, de souplesse que de développer en propre un outil de production qui parfois va se limiter à un certain type de molécules. Notre question, vous vendez des micro-organismes, process et les ingrédients à large échelle? Large échelle reste à définir, mais aujourd'hui, pour reprendre un exemple, lorsqu'on vend une licence, par exemple, pour faire du 1,4 BDO, à Novamont, on fabrique nos micro-organismes dans des fioles de 5 ml qui sont envoyés en Italie et qui sont ensuite utilisés pour fermenter à une fiole de quelques litres et qui ensuite va permettre de fermenter le bioréacteur. Donc effectivement, nous fabriquons et nous commercialisons ces micro-organismes dans le cadre de vente de licences qu'on aurait pu faire. La grande échelle au niveau des micro-organismes, elle reste à définir.
D'accord. Tout à l'heure, Sébastien a juste a noté quand vous faisiez votre présentation qu'une certification est à l'étude pour l'ISO 16128. Ça sera donc cadré assez rapidement. Et j'ai donc une personne qui me dit de manière plus large de l'acceptabilité des OGM par les grands acteurs de la beauté, par des labels. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus sur ça, sur l'acceptabilité, pardon? Je- Effectivement, aujourd'hui, en cosmétique, il y a un label qui est le plus reconnu par les consommateurs, qui est le label Cosmos, donc qui est demandé et souvent qui est utilisé par des petites à moyennes marques pour se différencier des gros groupes, pour pouvoir aussi trouver des facteurs de différenciation, mais surtout parce que les consommateurs perçoivent ce label comme étant un gage de garantie d'ingrédients naturels dans leurs cosmétiques. Ce label aujourd'hui interdit l'utilisation d'ingrédients issus de la biotech, enfin, pour être très précis, c'est-à-dire qu'il n'autorise uniquement la fabrication par des enzymes issues de micro-organismes à condition que ces enzymes aient été purifiées avant utilisation, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque vous faites de la fermentation. Donc effectivement, des labels existent d'ores et déjà. Vous avez des labels aux États-Unis, vous avez certains types de labels qui acceptent les ingrédients issus de la biotech, mais nous pensons que l'évolution de l'ISO, qui prendra davantage l'impact de dénaturation des process, va permettre vraiment de sortir son épingle du jeu et d'harmoniser un peu les choses. Donc on est plus sur une approche de l'ISO. Merci. Et ce que je disais juste pour compléter, est une approche de l'ISO avec un renforcement des analyses en C14 qui, à notre sens, sont les seules aujourd'hui qui peuvent réellement vous donner la teneur en carbone renouvelable dans un ingrédient. On voit qu'il y a une certaine latitude dans la manière dont est organisé l'ISO pour les calculs d'indices de naturalité, ce qui laisse la place parfois à certains écarts. Pour être très précis, vous prenez l'exemple d'une bétaïne qui va avoir un indice de naturalité de RCI de plus de 80%. Si vous faites un calcul poids moléculaire, vous tombez à 52%, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce que le consommateur souhaiterait avoir. Voilà. Donc ça, ce sera hyper cadré dans la notion de certification, puisqu'il y aura des organismes certificateurs qui viendront et qui pourront certifier et attester que le calcul qui a été fait par rapport à la norme ISO 16128 et au guide technique. Donc il y a un guide technique qui a été émis par la FEBA. Donc moi, je fais partie de ce groupe de travail au niveau de la FEBA. Ce guide technique, il a été voté aussi pour faire foi comme le guide technique qui sera communément admis par l'ISO au niveau mondial. Donc ça va arriver dans l'année. Donc ce guide technique, ce sera un peu la Bible pour faire les calculs. Et ensuite, après la certification, donc on est en train de construire un guide de certification qui sera une grille d'audit et qui sera ensuite mise en place, je pense, j'espère, l'année prochaine. Super. Très bien, merci Sébastien pour cette précision. Eric, vous pouvez noter peut-être l'adresse mail de la personne du gouvernement là, qui souhaite avoir votre contact sur la partie biocarburant, qui souhaite vous contacter. Donc, je vous laisse noter son email pour pouvoir la recontacter après ce webinaire. Et on va donc laisser maintenant la place à la dernière présentation, donc, qui s'agit de Biostratège. Donc, on est également de l'autre côté de l'océan, puisque le siège est en Guyane. Je vous rassure, Célestin est basé également en France. Donc, Biostratège, pour rappel, il travaille sur la valorisation des ressources endémiques de l'Amazonie française par l'extraction. Donc, je laisse Célestin Nikoski, qui est responsable du développement des affaires, faire sa présentation. Célestin. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation de la part du pôle IAR. Je vais partager mon écran. Hop. Ça devrait être bon. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est Célestin Nikoski, responsable de développement des affaires de Biostratège Guyane, donc qui est une jeune start-up fondée l'année dernière par Mariana Royer, qui est une Guyanaise, mais que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fondé une entreprise qui s'appelle les laboratoires Biofor Extra, qui a maintenant été racheté par un groupe d'ingrédientistes multinational.
et qui avait pour objectif de développer des ingrédients bioactifs issus de la valorisation d'écorces résiduelles au Québec. Et donc aujourd'hui, notre activité concerne la Guyane, donc Biostratège Guyane, et le développement d'ingrédients naturels et éco-responsables d'Amazonie française. Et donc aujourd'hui, on va parler plutôt donc, de ces applications en cosmétique. Donc notre mission à nous, c'est de développer justement, comme je vous le disais, des extraits qui sont non seulement éco-responsables, mais également socio-responsables, c'est-à-dire qu'ils vont répondre également à des garanties éthiques et de rémunération juste pour les producteurs locaux en Guyane. Et ce sont des ingrédients qui ont vocation d'être hautement standardisés pour avoir une qualité qui répond aux requis du marché et qui se base sur des bioressources endémiques de la Guyane. Donc en Guyane, c'est une démarche qui est vraiment très innovante et on est le premier laboratoire d'éco-extraction, en tout cas le premier laboratoire privé à s'implanter sur ce domaine-là. Et donc on travaille sur l'éco-extraction, la formulation de produits naturels et également le contrôle qualité, parce qu'on a une approche qui est à la fois de produits, donc d'ingrédients naturels qu'on vend à différents marchés d'application, mais également de services aux filières locales qui se développent par plein d'entrepreneurs locaux développent par exemple leurs cosmétiques artisanalement de manière traditionnelle, mais n'ont pas forcément les requis marchés ou les bonnes capacités au niveau réglementaire pour pouvoir commercialiser ces produits-là. Donc, on accompagne la filière là-dessus. Et on est également très investi au niveau éco-responsabilité et green marketing. Donc, le modèle de chaîne de valeur qu'on développe, il va de la ressource jusqu'au marché. Et on cherche vraiment à être un pont entre ces deux mondes, parce que c'est des mondes qui ne se parlent pas forcément beaucoup aujourd'hui. Et on veut être garant justement de la traçabilité et de la qualité des produits tout au long de la chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on échange à la fois avec les agriculteurs et les transformateurs de matières premières pour produire ces ingrédients naturels à l'aide de notre laboratoire de contrôle qualité et notre laboratoire de recherche et développement. Et puis ensuite, on échange avec les formulateurs, donc ici les formulateurs de cosmétiques, et puis avec tous les fabricants de produits finis. Ça peut être de l'ingrédient jusqu'au cosmétique qui va aller derrière être mis en marché pour un consommateur final. Et donc, toute cette chaîne de valeur, elle nécessite de faire des transformations localement en Guyane. On veut vraiment internaliser le plus de transformations en Guyane dans la mesure du possible pour stimuler aussi le développement de filières locales et de pouvoir être un appui à tout ce qui peut se faire directement sur le sol guyanais. Donc, l'Amazonie française dont je vous parlais justement, effectivement, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. La Guyane, c'est loin, mais c'est un territoire français et européen. Donc, c'est-à-dire que c'est un territoire qui fait partie de l'Union européenne, bien qu'il se situe en Amérique du Sud. Et ça, je pense que c'est une chance unique qu'on a, c'est d'avoir accès à des ressources en Amazonie pour un territoire qui répond aux standards et aux normes européennes en termes d'environnement, de qualité, de traçabilité et de marquage réglementaire. Donc, vous connaissez, on a parlé un peu du protocole de Nagoya et de l'aide au partage des ressources. On va avoir des facilités d'application sur ce territoire puisque c'est un territoire français. Et comparativement aux autres territoires d'Amazonie, on a par exemple le Brésil. Aujourd'hui, beaucoup de matières premières cosmétiques sont sourcées au Brésil. Or, c'est un territoire où il y a une déforestation massive, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et on a également, c'est le champion du monde des pesticides l'année dernière qui a battu le record du nombre de pesticides utilisés. Et donc, pour ces ressources d'Amazonie française, je le répète, on peut avoir du coup un label Made in France sur des ressources tropicales, ce qui peut être très intéressant. Au niveau cosmétique, on a aussi pas mal de produits qui sont sur la liste INCI Chine. Ça peut être assez surprenant comme ça, mais en fait, il y a beaucoup d'échanges culturels entre la Guyane et l'Asie en général et la Chine en particulier. Il y a une forte immigration chinoise en Guyane et on a également de longue date des populations d'origine asiatique. Certaines villes en Guyane, il y a uniquement des populations d'origine asiatique localement. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer de tirer le meilleur de la ressource depuis la récolte jusqu'à l'extraction. C'est-à-dire qu'on va toujours travailler sur des matières premières. Par exemple, là, c'est un fruit de palmier.
on va être très vigilant à sa récolte et puis ensuite aux conditions de son stockage et son transport. Parce qu'en Guyane, c'est un territoire tropical où il fait très, très humide et très, très chaud toute l'année. Et donc, il faut réussir à avoir maîtrisé cette variabilité des produits naturels due à ces conditions extrêmes. Donc là, sur un seul et même fruit que vous pouvez voir ici, on va avoir plusieurs types de biomasse qu'il est possible d'étudier. Aujourd'hui, c'était très peu étudié, donc on est un peu comme des explorateurs de la matière végétale et on cherche à un peu décortiquer cette matière pour voir quelles parties d'un même fruit peuvent être valorisées puisqu'elles contiennent des molécules différentes. Et il va falloir valoriser tout ça de manière séparée et faire un extrait. Et donc, on peut avoir plein d'extraits différents avec un seul et même fruit. Donc, avant, on parlait peut-être faire un extrait avec le fruit, la feuille, la tige. Mais là, rien qu'avec un fruit, on a tellement de constituants différents rien que dans le fruit que ça demande un vrai travail en amont. Donc, je vous en parlais justement, il y a une nécessité de standardisation des produits naturels pour qu'ils puissent répondre aux requis du marché cosmétique. Par exemple, on va avoir une variabilité naturelle qui est très importante dans tout ce qui est produits naturels en général, une contrainte qu'on n'avait pas avec les produits pétrochimiques. Avec la variabilité naturelle, on va avoir des fruits qui vont avoir des marqueurs chimiques très différents en fonction des conditions climatiques, de la température, du climat, de la qualité du sol, de sa localisation, des différentes variétés. On va aussi avoir des éléments de variabilité au niveau des protocoles qui sont utilisés pour la récolte, le stockage, le traitement. On en parlait juste avant. C'est pour ça qu'il faut des protocoles opératoires normalisés très, très stricts. Et puis ensuite, on peut jouer sur les paramètres d'extraction pour optimiser certaines familles de molécules dans un extrait. Et donc, à la suite de ça, on peut faire un certain nombre d'analyses phytochimiques qui nous permettent d'identifier des marqueurs chimiques qui vont être garants de la standardisation des matières premières que l'on propose en bout de chaîne en termes d'ingrédients. Donc, le modèle d'économie circulaire que l'on développe, il se base toujours sur des ressources naturelles, donc issues de l'agroforesterie. On a le monde de la forêt et de l'agriculture. À la suite de ça, on va avoir le pré-traitement de la matière végétale, qui est très important, on l'a vu juste avant. Ensuite, via l'étape d'extraction, pour finalement fournir un extrait aux marchés, différents marchés d'application. Aujourd'hui, on parle de la cosmétique. Mais parallèlement à cette industrie-là, il y a déjà d'autres industries qui sont en place et qui sont même beaucoup plus importantes que l'extraction. Donc, nous, on se positionne au niveau de l'extraction, un petit peu en amont sur le pré-traitement et un petit peu en aval sur la distribution des ingrédients. Maintenant, il y a des chaînes parallèles à ça qui existent et qui sont majeures. Par exemple, au niveau de la forêt, on a l'exploitation du bois en scierie qui peut servir au bois d'œuvre, au pâté papier ou à la production d'énergie. C'est le cas en Guyane. Et ensuite, on a les ressources au niveau de l'agriculture qui sont utilisées. Ici, on s'intéresse aux fruits. Donc, les fruits sont utilisés pour la consommation humaine ou animale. Et puis, la transformation des fruits qui permet de produire des jus, des confitures, aussi pour une consommation alimentaire. Nous, ce qu'on essaye d'intégrer, c'est toujours la démarche d'économie circulaire et de voir où on peut valoriser les coproduits. Parce que dans ces industries-là, ou dans l'agroforesterie, il y a toujours des déchets qui ne sont pas valorisés à leur plein potentiel, alors même qu'ils détiennent une richesse moléculaire incroyable. Donc, au niveau de la scierie ou de la récolte des fruits, ce qu'on appelle l'agroforesterie, il va y avoir des coproduits. Pour la scierie, ça peut être des copeaux de bois, des sciures, des écorces, plein de choses. Et au niveau des fruits, on va avoir plein de résidus au moment de la récolte, les feuilles, les sarments, etc. Au niveau de la production d'énergie, on a aussi des coproduits industriels. Pareil pour la transformation des fruits, il va toujours rester des noyaux, des macérats lorsque les fruits sont transformés pour l'industrie alimentaire. Tous ces coproduits-là, ils peuvent être réintégrés dans notre chaîne d'extraction. Ils sont pré-traités à nouveau pour être extraits. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec les coproduits industriels, notamment, c'est qu'ils sont déjà pré-standardisés. L'acteur industriel a déjà, lui, fait un premier tri botanique ou une première analyse des matières premières qu'il utilise. Donc, même si nous, on va récupérer ces déchets, en fait, qui sont des coproduits, ils vont être de meilleure qualité au niveau variabilité phytochimique. On va avoir une meilleure répétabilité de la matière première qu'on lui prélève. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et ça permet de gagner en standardisation.
Maintenant, il y a toujours une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière l'extraction, nous, on génère aussi des coproduits. Parce que si on a un rendement d'extraction de 10, 15, 20%, il va toujours rester 80 à 90% de matière végétale résiduelle qu'il faudra revaloriser. On ne peut pas se permettre de dire il faut revaloriser les coproduits dans les industries précédentes et sans revaloriser les nôtres. Donc, à chaque fois qu'on entame un développement d'ingrédients, on prend ces facteurs-là en compte. Donc, le mieux, c'est de les faire retourner à la terre en compost, dans une vraie démarche d'économie circulaire, ou de les utiliser pour la production d'énergie, notamment pour la matière bois, qui marche très bien pour cela. Donc, voilà un petit peu le modèle sur lequel on se base et qui reprend en fait la chronologie de la frise que je vous avais mis au tout début de la chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, on parle de cosmétiques. Effectivement, parmi les ingrédients qu'on développe, il peut y avoir plein d'applications potentielles en cosmétique. Ça peut être des actifs, notamment antioxydants grâce à des teneurs élevées en polyphénol. Ça peut être des agents fonctionnels, des agents de texture, etc. Comme l'Amazonie est également très colorée, bon, il y a beaucoup de vert, mais il y a également plein de fruits et de fleurs qui sont colorés. Même dans les bois aussi, on retrouve des couleurs très intéressantes. Et donc, ça peut être des usages pour une application en colorant. Également, on peut avoir des exfoliants qui peuvent être mécaniques ou chimiques. Et au niveau conservateur, c'est vraiment très intéressant parce que en Amazonie, je vous l'avais dit au départ, on a des conditions d'humidité, de chaleur, d'UV, de ravageurs, de termites énormes. Et en fait, ce stress environnemental-là, il va permettre, par l'évolution, aux bois, donc aux arbres ou aux plantes, de produire ce qu'on appelle des métabolites secondaires, qui sont des molécules de défense, qui vont permettre en fait d'être des molécules bioactives sur le corps humain en termes de défense, mais également des molécules qui sont conservatrices, qui permettent de lutter contre les bactéries, contre les champignons. On a d'ailleurs un projet là-dessus de développement de biopesticides. Aujourd'hui, notre modèle d'affaires, il est vraiment d'identifier des partenaires en fin de chaîne. Donc voilà, je vous ai présenté toute la partie en amont. Maintenant, en aval du développement, il y a plein de choses à faire avec des partenaires industriels pour vraiment que notre but, ce soit d'adapter dès le départ l'ingrédient qu'on développe aux requis du marché. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment important. Il faut que ce qu'on développe, il soit vraiment là pour répondre à un marché. On n'est pas là pour développer un catalogue sans fin d'ingrédients finis. On a un large catalogue de sourcing, par exemple, mais il faut que ce sourcing-là soit intelligemment extrait pour produire des ingrédients à haute valeur ajoutée pour des industries comme la cosmétique. Donc, le but, c'est vraiment de faire des projets de co-développement où on cherche à fusionner les compétences des différents partenaires. Donc, aujourd'hui, on fait partie d'un écosystème assez dynamique, notamment en faisant partie du pôle IAR, le pôle de la bioéconomie, que je remercie encore une fois pour l'invitation à cette conférence et qui est très dynamique là-dessus. On est également membre de la Cosmetic Valley qui rassemble beaucoup d'acteurs du monde de la parfumerie et de la cosmétique et du pôle Xylofutur sur la matière bois parce que c'est notre cœur de métier, c'est de là d'où on vient à la base. Donc nos deux projets phares en Guyane aujourd'hui sont Nutramazonie pour le premier portefeuille d'ingrédients bioactifs pour la nutraceutique, donc qui est intéressant avec une preuve de concept d'une boisson fonctionnelle pour les sportifs. Donc c'est un projet sur lequel l'Europe s'est engagée et le FEDER s'est positionné pour mettre en valeur ce projet-là. Et on a également le projet Ecophyto Guyane, je vous en parlais précédemment, pour le développement d'agents de biocontrôle naturels et éco-responsables issus de résidus forestiers. Et ce projet qui a été labellisé Green Tech Verte tout récemment par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, il faut savoir aussi garder en tête que tous ces ingrédients-là peuvent aussi s'appliquer en cosmétique. On ne fait pas des ingrédients on fait des ingrédients spécifiquement pour un marché, mais en fait, on a toujours une approche multi-marché où les ingrédients ont une souplesse d'action et pourraient s'appliquer en cosmétique. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis merci d'avoir participé à ce webinaire en ces temps un peu compliqués, mais merci à l'IAR d'avoir organisé tout ça aujourd'hui. Merci à vous, Célestin. C'était super intéressant. Pour identifier des partenaires en fin de chaîne, il y en a qui sont présents lors de ce webinaire, donc j'espère pour vous qui vont se manifester. En tout cas, le pôle peut vous aider clairement dans cette démarche-là d'identifier des partenaires.
Et vous avez rebondi sur tout ce qui était biocontrôle. C'est intéressant parce que le pôle se positionne beaucoup là-dessus hein, quand on parle de traçabilité. Donc, on a vraiment un groupe de travail dédié à cette thématique-là, le biocontrôle. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Donc, ça peut être intéressant également pour notre réseau. Alors, il y avait des questions, j'ai vu. Célestin. Alors. Hop, ça a coupé. Travaillez-vous également sur la reforestation en favorisant des espèces endémiques? Alors, absolument. On travaille vraiment sur une approche d'agroforesterie responsable. Et ce qui est vraiment, bon, on travaille beaucoup sur les produits de culture et des choses qui ont été mis en reforestation. Il y a des espèces qui avaient presque disparu en Guyane, comme le bois de rose, qui aujourd'hui sont vraiment remises en culture. Et c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus. Et nous, on est vraiment sensible à ça et au fait de ne pas donner une pression supplémentaire sur la ressource. Quand je parlais de mettre des protocoles opératoires normalisés au début sur ce qui est récolte, par exemple, c'est à la fois pour avoir une matière de qualité pour l'extraction, mais à la fois pour protéger l'environnement propre et de se dire qu'il ne faut pas que par cette action-là qui se veut verte, en fait, on participe à la déforestation ou quoi que ce soit. C'est vraiment toujours une approche responsable intégrée depuis le départ et éco-conçue. Et le challenge de la cosmétique passe par la caractérisation des ingrédients en formulation. Est-ce que vous faites des tests d'application? Alors absolument, là c'est dans nos projets. Donc là pour l'instant, vous l'avez vu, nos premiers projets n'ont pas concerné forcément la cosmétique, mais on sait qu'il y a un potentiel et puis on a déjà travaillé beaucoup sur le secteur cosmétique lorsqu'on avait les laboratoires Biofor Extra au Québec. Mais là aujourd'hui en Guyane, on n'a pas encore fait ces tests-là, mais c'est tout à fait prévu dans notre plan de développement de tester si la formulabilité des ingrédients et les tests d'application. Mais on veut aussi travailler avec des partenaires directement en aval de la chaîne pour pouvoir tester en conditions réelles ces ingrédients-là et faire des tests d'efficacité biologique plus poussés que nous, on n'a pas forcément localement la capacité de faire jusqu'au bout. Une autre question. Bonjour et merci pour votre présentation. Donc, concernant la partie extraction, quels sont les procédés que vous privilégiez? Est-ce que vous travaillez sur des méthodes d'extraction qui sont innovantes? Alors aujourd'hui, on travaille principalement avec des méthodes d'extraction hydroalcoolique. Donc très classique, on est sur l'éco-extraction, on essaye d'avoir le plus faible impact à la fois sur l'ingrédient et le plus faible impact environnemental en termes de quantité de solvant ou de gaz à effet de serre, etc. Mais effectivement, on s'intéresse de plus en plus à des technologies innovantes, notamment de type enzymatique. Et également, on va essayer de faire des tests sur du CO2 supercritique. Très bien. Vous pouvez continuer hein, lors de toute la semaine. On a demain et après-demain et Joanne va en parler de toute la partie événementielle au niveau du pôle. Mais demain et après-demain, donc nous avons les journées à haute molécule valeur ajoutée. Donc n'hésitez pas pour les. Enfin, je ne sais pas si les inscriptions sont encore possibles, mais en tout cas, vous êtes nombreux à y participer. Il y a des rendez-vous d'affaires. Donc, comme disait tout à l'heure Eric, hein, vous pouvez faire du B2B. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas, hein, je suis aussi inscrit au webinaire Biomolécules, donc si des personnes veulent prendre rendez-vous, ce sera avec plaisir. Et ben voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez contacter Célestin. Vous avez été nombreux à me demander par email les contacts des personnes qui ont été intervenants, donc on va vous les transmettre et on pourra également diffuser les présentations que les intervenants viennent de faire. Je vous remercie. Merci Célestin. Joanne, quelques mots peut-être sur les événements à venir? Oui, tout à fait. Ah, je te prends le cours. Non, je suis en train de mettre mon diaporama à l'écran, voilà. Donc, voilà, bon, merci à tous de participer aussi nombreux à nos événements. Et je voulais simplement passer une petite slide en cette fin de webinaire pour vous présenter le programme à venir. Vous voyez qu'on a un programme assez chargé, notamment sur le début mai, mais qui va déjà jusqu'à la mi-juin et même jusqu'à la fin juin si on compte Bioquet, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais des annonces devraient suivre dans le courant de la semaine. Donc,
On commence tout d'abord par demain, comme l'a dit Jessica, avec la journée technique webinaire et B2B virtuel, biomolécules à haute valeur ajoutée. Je pense que certains de ceux qui participent à ce webinaire sont déjà inscrits, mais n'ont pas forcément encore inscrit leur profil pour les B2B virtuels. Alors, n'hésitez pas, il y a déjà plus de 60 personnes, peut-être un peu plus encore là pendant ce webinaire qui s'inscrivent parce que j'ai vu que ce matin, ça s'accélérait beaucoup. Mais après, il faut encore prendre des rendez-vous, les rendez-vous d'affaires. Il faut que les gens acceptent ou refusent, etc. Donc, n'attendez pas la dernière minute pour remplir votre profil, inscrire vos besoins et votre offre afin de solliciter et d'être sollicité par des participants éventuels. La semaine prochaine, nous avons aussi une grosse semaine de webinaires consacrée aux membres du pôle et même au-delà du membre. On va commencer lundi par un webinaire sur la veille biointrant avec la présentation de notre solution IAR Biosolutions. Donc, on va vous présenter comment utiliser l'outil, à quoi sert l'outil et quels sont, je dirais, les avantages de cet outil-là. Il sera normalement d'accès gratuit et ouvert à tous pendant la semaine pour que vous puissiez prendre en main l'outil et après, si vous êtes intéressé, pouvoir demander à Valentin qui est en charge de cette partie-là de vous souscrire une adhésion à notre solution. On aura aussi en ces temps de confinement et de Covid-19 un éclairage sur les mesures gouvernementales et fiscales. Ça vous aidera aussi à mieux comprendre les mesures. On aura un de nos partenaires consultants spécialisés dans le domaine qui va vous donner un petit peu toutes les démarches à suivre. Toujours intéressant pour ceux qui ont besoin de cet accompagnement et qui ne se retrouvent pas tout le temps dans les mesures qui sont très changeantes en ce moment et dont certains devraient et pourraient en bénéficier. Après le 6 mai, nous avons un webinaire Biocatalyse. C'est un webinaire qui sera fait en collaboration avec Sequence, où on va parler de biocatalyse comme outil performant et compétitif pour transformer et fonctionnaliser la matière première. Cela se fait un peu dans le cadre de tout ce qui est proposé au sein du pôle dans le groupe de travail Biocatalyse qui est animé par Jackie. Donc, c'est Jackie qui sera aussi un petit peu présent lors de ce webinaire. Voilà, donc un Happy Containment dans l'après-midi qui va faire un focus sur nos activités bioénergie. Et là, c'est Mohamed qui sera en charge de l'animation avec toute sa grappe bioénergie. Et donc, on vous attend aussi nombreux le 6 mai. À partir du 7 mai, on est aussi assez content de vous proposer un webinaire en collaboration avec Solar Impulse et d'autres pôles du Grand Est. Cela va dans le cadre des solutions efficientes que labellise Solar Impulse. Solar Impulse, tout le monde connaît l'avion qui a fait le tour du monde. Outre cette prouesse technologie, ils ont décidé de mettre en place une fondation sur les clean tech qui va labelliser des solutions efficientes et qui va permettre aussi donc ces solutions d'être mises en lumière et d'attirer des investisseurs, des clients, etc. Donc, on est bien sur la labellisation de solutions et non pas la labellisation de sociétés. Donc, toute société, PME, start-up ayant une ou plusieurs solutions pourra se les faire labelliser par Solar Impulse. Et vous êtes invité le 7 mai prochain à participer au webinaire qui vous donnera toutes les astuces et les contraintes de ce label. On avance en mai avec la mi-mai un webinaire protéines alternatives. C'est dans le même cadre que ce webinaire-ci que vous venez de participer. 3 adhérents vont venir présenter leurs activités dans le domaine des protéines alternatives. Nous avons déjà Nature's Find qui est notre start-up de Chicago qui produit des protéines végétales issues de biotech par voie fermentaire d'une levure découverte à Yellowstone par la NASA. Donc voilà, et puis d'autres qu'est en train de démarcher actuellement Jessica très activement. Nous avons aussi donc le 14 et on a parlé de packaging là tout à l'heure, donc ça tombe bien. On va parler de polymères biosourcés et notamment de PLA avec tout réapprendre sur ce polymère, faire un point à date de l'évolution de la formulation sur ce polymère.
On y adjoindra aussi un B2B virtuel, ce qui permettra à toute personne intéressée et active dans le domaine de pouvoir rencontrer ses pairs et pouvoir échanger sur des besoins de partenariat ou éventuellement même, parce qu'il y aura quelques fournisseurs qui seront présents, notamment producteurs aussi, la personne de Total Corbion qui seront présents lors du webinaire. Donc, ça permettra aussi de beaux échanges avec eux. Webinaire sur les politiques européennes de la bioéconomie. Vous savez qu'on est de plus en plus actif au niveau européen. Christophe et son service sont très actifs sur la partie projet, mais pas que. On est aussi sur toute la partie politique. Donc, on sera très heureux de vous accueillir lors de ce webinaire pour parler avec vous des futures politiques européennes pour voir l'essor de la bioéconomie. On aura notre AG habituel le 26 mai. Celle-ci sera sous forme audiovisuelle, pardon. Donc, on aura forcément un webinaire là-dessus. Malheureusement, Jancovici sera reporté en fin d'année parce qu'il nous paraissait un peu dommage de profiter de sa présence que par voie webinaire. Et donc, on essaiera de faire quelque chose. Les dates sont en train de se caler. Courant décembre, c'est vraisemblablement avec lui. Et bon, restez à l'écoute de nos actions et de nos annonces pour prendre rendez-vous avec M. Jancovici le moment venu. Puis début juin, donc là, à nouveau des belles journées avec une journée technique internationale cette fois-ci, donc en anglais, webinaire plus B2B virtuel, à nouveau sur les protéines avec tout ce qui est plant-based et animal hybrid proteins, fake innovation or an ingenious idea for flexitarian. Et là, c'est Alice qui va nous présenter quelques innovations, quelques présentations sur cette dualité protéines animales, protéines végétales et les formulations potentielles avec elles, voir si c'est des vraies innovations ou pas. On vous laissera juger cela et éventuellement en discuter avec les participants de manière virtuelle par B2B dans l'après-midi. On continue le mois de juin avec les enjeux avec des matériaux biosourcés pour la partie BTP. Et ça, c'est Jean qui, à nouveau, va nous parler de son expertise là-dessus. Ce sera fait en collaboration avec FRD. Et donc, encore une fois, une belle journée en perspective. Puis, on termine avec un webinaire sur l'agriculture numérique, où là, on va faire coïncider tout ce qui est digital et numérique avec les webinaires. Voilà.